tous. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler de bonnes pratiques de gestion des secrets dans le cycle de développement logiciel, donc dans le code source de vos entreprises. Puisque quand on parle de secret, on parle d'identifiant. Donc on va parler de clés d'API, de tokens, de mots de passe de base de données, de certificats, de clés privées, clés base 64. Globalement, tout ce qui permet à deux applications de s'authentifier et de discuter entre elles, et que les développeurs sont donc amenés à manipuler dans leurs activités de production de code, et qui malheureusement peuvent fuiter et être exploités avec des vocations d'attaque. Donc nous, on scanne github.com en continu. C'est pas forcément le code interne de vos entreprises, mais c'est quelque part représentatif du sens dans lequel va l'industrie du développement logiciel. Donc GitHub aujourd'hui, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs, donc des développeurs. C'est 300 millions de projets hébergés et c'est 4 millions d'organisations officielles liées à des entreprises, dont 90% du Fortune 100. Donc nous, on monitore tout ce flux d'activités en temps réel. C'est des milliards et des milliards de commits tous les ans. Et l'année dernière, donc sur toute l'année 2022, on a été capable de détecter 10 millions de secrets. Donc c'est un joli chiffre, c'est bien rond. Et en plus, c'est en augmentation de 67% par rapport à l'année précédente. Donc nous, on a une grosse étude qu'on sort tous les ans, qu'on appelle le State of Secrets Sprawl, en américain, et qui donc a fait apparaître cette augmentation de 67%. Ce qui est intéressant, c'est que 67% d'augmentation des secrets est lié à seulement 20% d'augmentation de l'activité en termes de commit et de push. Donc vous avez tous des bases de maths. On peut voir ici qu'il y a une vraie accélération du problème. On est sur une courbe exponentielle entre 2020, 2021 et 2022. Et ceci est lié au fait que les habitudes de développement de notre industrie sont en train de changer fortement. Donc tout le monde adopte du DevOps. On va dans des cycles de release beaucoup plus courts, beaucoup plus fréquents, plus d'autonomie pour les développeurs. Et en plus de ça, on n'utilise plus des architectures monolithiques. Donc une application moderne, c'est globalement l'assemblage d'un certain nombre de briques préexistantes. Sur un site e-commerce, par exemple, on aura une API de paiement, ça peut être du Stripe, on va avoir des données envoyées dans le CRM, un Salesforce. On va confirmer les commandes aux acheteurs en leur envoyant un SMS avec du Twilio. On va monitorer cette plateforme avec du Datadog. Et en fait, tous ces services tiers, tous ces services cloud utilisent des secrets pour s'authentifier. Et ces secrets sont manipulés par les développeurs. Donc plus vous produisez du code, plus vous êtes agile, plus vous êtes mature dans votre migration cloud, APIisation de vos systèmes, utilisation de plateformes SaaS et d'API tierces, plus vous êtes exposé aux problèmes de secrets. Donc comment est-ce que les secrets sont fuités concrètement? La première chose, c'est que des fois, le développeur, il va faire un SSH vers le mauvais dépôt. Il est censé pousser du code dans son GitLab interne. 10 minutes plus tôt, il était allé récupérer un module Terraform sur GitHub. Il fait une erreur d'inattention. Au lieu de pousser sa contribution vers le code interne, il va le pousser vers son compte personnel GitHub et donc sur un repo public accessible au plus grand nombre. Non seulement il peut pousser une version actuelle du code, qui peut-être, elle, ne contient pas de secret, mais Git étant une technologie de versionning, il y a toute cette partie immergée de l'iceberg, qui est le Git history. Donc dans des versions antérieures du code, qui ne sont pas actuelles, qui n'ont pas vocation à développer, on peut néanmoins trouver des identifiants valides qui permettent d'accéder à des systèmes. Il y a également des problématiques de logging, donc on sait que dans des logs Splunk, on peut trouver des secrets, ça c'est extrêmement courant. Et parfois, il arrive qu'un développeur malencontreusement inclut un point env dans son répertoire. Donc le point env, donc qui est le fichier des variables d'environnement dans lequel on peut mettre des clés à vocation à être déployées sur un serveur de production. Mais des fois, pareil, ils font une erreur, ils le mettent dans le repo, ils le poussent en interne ou ils le poussent en public. Et ces clés qui sont valides peuvent être accédées et récupérées. Et alors finalement, là, le pire du pire, des fois sur des développeurs qui sont pas du tout sensibilisés à la sécurité, on voit des choses assez rancomolesques où des répertoires Git sont utilisés quelque part comme un coffre-fort numérique du pauvre, comme un gestionnaire de mots de passe improvisé. Et là, ça peut être extrêmement compliqué. On voit également que les hackers ont pris conscience de ce problème et l'exploitent, puisque facilement avoir une clé valide, c'est être capable de s'authentifier. Donc c'est pas des méthodes de hacking de haute volée, c'est souvent un peu de social engineering. On fait de la recherche dans les repos, on trouve des clés, on s'authentifie. Et les attaques qui ont fait les gros titres sur ces sujets-là se multiplient fortement. Il y a globalement 3 catégories de types d'attaques. Donc la première, c'est des attaques qui impliquent des secrets comme le vecteur d'accès initial. Donc je parlerai d'Uber dans le détail dans la slide suivante. Ensuite, on voit qu'assez régulièrement, soit par des erreurs de config, du code qui est censé être privé, fini dans l'espace public. Ça peut être un répertoire
privé qui est rendu public, ça peut être un développeur qui fork un repo, ça peut être vos infrastructures de sauvegarde sur lesquelles le code source est sauvegardé qui sont accédées. Et il y a également des problématiques de supply chain. Donc par exemple sur Toyota, ils se sont rendus compte l'année dernière que l'une de leurs agences de développement avait leaké sur github.com un token d'accès qui donnait accès à leur GitHub interne. Et ce token qui était valide était pendant plus de 3 ans disponible sur un répertoire public Git. Donc après, quand il faut aller regarder les audit logs des 4 dernières années pour essayer de comprendre si quelqu'un avait accédé du code, j'aurais pas à émettre dans l'équipe d'Incident Response là-dessus. On va parler d'Uber qui est assez intéressant. Donc vous en avez peut-être entendu parler l'année dernière. Donc le vecteur d'attaque initial, c'est un MFA bombing sur un administrateur système. Donc, un hacker avait déjà trouvé une paire de credentials liées à l'utilisateur qui est l'admin système chez Uber. Il y avait des bonnes pratiques en place. Donc, il y avait du MFA sur le profil utilisateur de cet admin système. Et ce qu'ont fait le groupe Laxus, c'est qu'ils lui ont envoyé des tonnes et des tonnes de demandes de validation du MFA à 4 heures du mat, heure locale de New York. Et le pauvre bougre, malheureusement, il a appuyé sur non un certain nombre de fois, mais après 15, 20, 30 tentatives, il est 4 heures du mat, il est en train de dormir, et à un moment, il a appuyé sur valider. Donc à partir de ce moment-là, les hackers ont pu rentrer dans le réseau Uber, ils ont fait tourner des scans sur le réseau, ils ont trouvé une partition dans laquelle était placé un script PowerShell, et ce script PowerShell contenait une clé en dur, qui était une clé qui donnait accès à leur solution de Privilege Access Management. Donc c'était un taïkotique. Et du coup, dans ce PAM, il y avait globalement tous les identifiants admin de tous les outils de la boîte. À partir de là, donc le hacker a récupéré des accès à la console d'administration Amazon, des droits admin sur leur Slack, leur console Sentinel-One. Donc autant dire qu'il avait toutes les clés du château et tous les systèmes les plus critiques. Heureusement pour Uber, c'était des adolescents qui cherchaient pas à faire de la destruction de système ou du ransomware. Ils faisaient juste ça pour la gloire et ils ont pu récupérer leurs accès. Mais voilà, là on voit que certains secrets donnent accès à d'autres secrets et que ça peut être extrêmement dangereux d'un point de vue contagion et mouvements latéraux une fois qu'on récupère ces clés à haut privilège. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous prémunir de ces risques ? Nous, en parlant avec plein de clients, on a vu qu'il y avait différents niveaux de maturité dans les entreprises sur cette thématique secret. Moi, je vais parler de détection de secret, c'est les solutions qu'on propose, mais c'est pas la seule brique d'une stratégie globale de gestion de secret. Il y a une vraie asymétrie de toute façon du risque. Il y a des centaines, voire des milliers de développeurs qui poussent du code en permanence, tous les jours, et il y a très peu d'ingénieurs sécurité applicative. Nous, les stats qu'on voit, c'est que pour 400 devs en moyenne, il y a peut-être 1 ou 2 ingénieurs AppSec ou DevSecOps. Et que quand on lance des premiers scans du code source pour une population de 400 devs, on va lever plus de 1000 secrets. Un secret unique, c'est un identifiant, une chaîne de caractères. Mais potentiellement, ce secret, on va le trouver à plusieurs endroits. Donc on appelle ça des occurrences. Donc sur 1000 secrets uniques, en moyenne, on va trouver 3000 occurrences. Et du coup, on se rend compte que sur des boîtes où il y a plus de maturité, il y a relativement moins de secrets pour le nombre de développeurs. Et il y en a d'autres, il y en a beaucoup plus. Donc sur un niveau 0 de maturité, il n'y a pas de process, il n'y a pas de consigne sur comment distribuer les secrets, il n'y a pas de vault et il n'y a pas d'outil de détection. Sur un niveau 1, les secrets ne sont pas chiffrés, mais à minima, de temps en temps, on fait tourner une fois par quarter un scan avec un GitLeaks où on a des exercices de red teaming, où on va essayer de regarder les choses et on indique quand même aux développeurs qu'il ne faut pas les mettre en clair dans le code source. Sur un niveau 2, les secrets sont chiffrés, ils sont dans un vault et on a un peu une politique de rotation qui est naissante, pas forcément appliquée sur toutes les applications, mais il y a un début de quelque chose avec quand même des bonnes pratiques qui se diffusent et on fait tourner des scans de détection de secrets avec des intervalles de temps plus réguliers. Quand on arrive globalement sur le haut du panier, les entreprises les plus matures, là on voit que les secrets sont délimités, scotés, avec des permissions plus restreintes. La plupart du temps stocké dans un vault et on est sur une détection de secret en continu. Donc quand je dis en continu, c'est par exemple à chaque fois que du code va partir de la station de travail du développeur et va arriver dans le répertoire collaboratif, donc sur un push event typiquement. Sur un niveau 4, on est vraiment sur de l'utilisation de vault partout, des permissions extrêmement restreintes et une application de scan à différentes étapes du SDLC. Donc ça, je rentrerai un peu plus dans le détail, mais ça va être à la fois sur la station de travail du développeur
et avec une vue instance de versionning pour une équipe sécurité où tous les repos sont scannés à intervalles réguliers. Donc pour réduire et maîtriser le risque d'utilisation de secrets hardcodés en dur, il y a trois choses à avoir en tête. Il y a du people, il y a des process et il y a des outils. Sur les people, il y a deux populations qui interviennent. Le premier, c'est les développeurs. C'est eux les acteurs du risque, c'est eux qui introduisent le risque et c'est eux qui vont être les acteurs de la rémédiation. Quand un secret il est exposé, il faut faire une rotation, il faut le remplacer dans le code, etc. Donc il faut les former, ces gens. Il faut leur donner des guidelines clairs. Il y a une notion de tooling, donc une partie détection qui va permettre de dire au développeur quand il fait cette erreur et également à l'équipe sécu que l'erreur s'est promise, mais il faut aussi leur donner un vault. Donc on peut penser à du HashiCorp, du CyberArk ou les offres natives des cloud providers. Il faut que ce capacité à interagir avec le vault, à placer les clés dans ce vault et à les distribuer, soit aisé pour les développeurs puisque eux ils ont des deadlines à tenir. Ils doivent shipper du code. Si on met trop de friction, finalement, ils vont prendre des raccourcis et créer ces risques. Et sur le process, il y a une vraie notion de mise à disposition des guidelines et des procédures. Donc moi, sur nos clients, on voit il y a souvent une knowledge base interne, des pages Confluence avec des explications pas à pas sur comment utiliser le Vault, des explications pas à pas sur comment faire une rotation de clés pour différents types de providers. Et également, ce qu'on voit, ce qui marche bien, c'est d'avoir aussi un channel d'aide, donc un groupe Slack dans lequel les développeurs peuvent poser des questions, interagir avec l'équipe de sécurité applicative sur des cas plus complexes et globalement, voilà, ne pas se retrouver tout seul face à la problématique. Donc, qu'est-ce qu'on propose, nous, sur la fuite de secrets en termes d'outillage? On a une solution de monitoring que vous pouvez installer sur vos outils de versionning interne, donc du Git, et dans vos chaînes de CI/CD. On a un moteur de détection qui va couvrir l'écrasante majorité des types de providers que vous utilisez, donc plus de 350 types de détecteurs dans vos entreprises. Il y a du Salesforce, du Google, de l'Azure, du Stripe. Vous avez un catalogue de providers qui est extrêmement large. On a cette capacité à envoyer de l'alerting au bon endroit et à la bonne personne. On sait que les développeurs détestent les emails, par exemple. Donc, on va plutôt créer des tâches Jira, leur envoyer des direct messages Slack, créer une issues dans leurs environnements de travail. Et on va vraiment leur prendre la main sur la remédiation, puisque juste si on lève une alerte, on met un problème sur la table. Mais le but ici, c'est vraiment de tenir la main du développeur, de lui proposer un workflow de rémédiation et de le guider pas à pas. Donc par exemple, dans la plateforme, on va demander au développeur, est-ce que vous avez les droits pour remédier vous-même? Si vous n'avez pas les droits, est-ce que vous pouvez nous indiquer une personne de l'équipe infrastructure qui pourra vous aider? Et on les guide vraiment comme ça pour qu'ils ne se sentent pas seuls face à cette tâche de remédiation. Bien évidemment, lever des alertes après que le risque se matérialise. Donc, une fois que le secret rentre dans le répertoire, c'est bien, mais on peut faire mieux. Le mieux, c'est vraiment de faire de la prévention, d'être dans une vision temps réel où, dès l'écriture des lignes de code sur la station de travail du développeur, on va le notifier au moment d'un commit que la cinquantaine de lignes de code qu'il s'apprête à envoyer vers le répertoire centralisé contient un secret, puisque pour eux, faire cette modification en local, dans leur terminal de développement, c'est quelques secondes, c'est quelques minutes éventuellement. C'est beaucoup plus aisé, c'est non interruptif, ils n'ont pas à se connecter à une UI différente, ils n'ont pas à se synchroniser avec quelqu'un de l'équipe infrastructure pour faire une rotation, donc ça c'est la bonne chose. Et bien évidemment, montrer des analytics pour montrer le niveau de performance au niveau de la boîte. Donc nous, on mesure par exemple le nombre de secrets fuités par développeur par mois, le nombre de secrets fuités par repo, et on regarde les courbes. Et bien évidemment, l'enjeu c'est de voir ces chiffres baisser à mesure que le temps avance. Donc on est sur une vision unifiée, on peut scanner des répertoires Azure DevOps, GitLab et Bitbucket ensemble. On sait que dans vos entreprises, il y a des patrimoines techniques assez hétérogènes, donc on peut agréger toutes les données de code source de ces différentes plateformes dans un dashboard unique. On va à la fois donner une vision plus tour de contrôle à une équipe de sécurité centrale, mais grâce à notre gestion de droit, on va donner aux développeurs une vue resserrée uniquement sur les incidents dont ils sont responsables, donc ils verront que leurs propres secrets. Et ça nous permet de créer ce qu'on appelle un AppSec Shared Responsibility Model. Donc c'est vraiment un modèle de responsabilité partagée entre les développeurs qui sont initiateurs du risque et l'équipe de sécurité applicative qui, elle, doit être garant de la qualité du code. On a également certaines vues et certains profils qui sont plus orientés sur les équipes DevOps et infrastructure, puisque comme je le disais, c'est souvent eux qui vont avoir les permissions nécessaires pour générer de nouvelles clés. On ne donne pas ce type de permission à toutes les équipes de développement. Là, c'est un des derniers points que je voulais voir avec vous. Donc, c'est vraiment rentrer dans le détail du cycle de développement logiciel.
et les différentes étapes entre la création du code sur une station de travail du développeur et le moment où ce code va être mis à disposition de tous dans un répertoire. Donc là, ce que je présente ici, c'est un petit peu ce qu'on pourrait faire avec vous à T0, la première implémentation. On plug la solution GitGuardian, on scanne votre code, on va lever des alertes sur l'historique, et ensuite, quand du code est poussé et arrive dans le repo, on lève une alerte. Mais c'est quelque part, c'est un peu trop tard. Le développeur, il va devoir réécrire son Git history. Si on considère qu'il y a eu trop d'yeux qui ont eu accès à la clé dans le repo, il va falloir faire une rotation. Donc c'est facile, 2 heures, 3 heures par révocation de clé. Ça commence à s'accumuler. Nous, une vision qui nous plaît beaucoup plus, c'est de mettre le paquet sur la prévention. C'est vraiment mettre la détection de secret sur la station de travail du développeur, puisqu'en fait, un push va être la somme d'un certain nombre de commits. Et il est beaucoup plus simple pour un développeur de réécrire une dizaine de lignes sur un commit unitaire que de réécrire la totalité d'un push qui contient plusieurs commits. Et donc nous, les stats qu'on observe, c'est que quand on met cette détection le plus en amont possible, on arrive à réduire de 40 à 60% le nombre d'alertes qu'on va lever server-side et qui du coup seront plus coûteuses à remédier et à obtenir du coup un vrai ROI et une vraie adoption, un ROI en termes de temps de développement épargné et une adoption des développeurs qui vont préférer rester dans leur environnement de développement. Si vous voulez en savoir plus, on est situé sur le stand D26. Globalement, l'approche qu'on vous suggère, c'est de lancer un scan. Ça, c'est très rapide à intégrer. Bien évidemment, il faut signer un accord de confidentialité, ce genre de choses. Mais ça va vraiment vous permettre d'établir la baseline. D'où est-ce que vous partez? Quel est ce niveau de dette sécuritaire que vous avez accumulé lors des dernières années de développement? Combien de centaines ou de milliers de credentials sont déjà présents dans votre base de code? Et ensuite, on pourrait potentiellement discuter avec vous de comment réduire cette contagion, comment ramener ce stock à zéro et comment faire adopter ces bonnes pratiques de sécurité à vos développeurs. Merci beaucoup.